Bonjour à tous, bienvenue sur TV. Cette semaine, nous fêtions la Journée internationale de la femme qui, comme raison, a lieu le 8 mars. Au cours de cette journée, sont abordés un certain nombre de sujets relatifs aux droits de la femme à travers le monde. C'est encore, le problème des violences faites aux femmes a été l'un des problèmes majeurs pour lequel il est entendu que les efforts doivent être mobilisés pour protéger les femmes à travers le monde. En dehors de la question des violences, on note aussi en 2016 que pendant que les pays développés sont au chapitre de la parité, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, eh bien l'Afrique, elle se démène toujours avec la question de l'émancipation de ces femmes. Alors, on se demande aujourd'hui si l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, est piégée par ses cultures, piégée par conditions socio-économiques en ce qui concerne le droit de ces femmes. C'est donc le sujet de notre débat de ce jour. Et nous avons invité pour aborder le sujet avec nous 3 personnes que je vais présenter tout de suite. Alors, nous avons Madame Liselotte Yingajapa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en génétique cellulaire et moléculaire. Vous êtes enseignante-chercheuse de profession. Vous êtes aussi titulaire d'une licence en linguistique. Et vous êtes une femme engagée depuis une vingtaine d'années pour la protection des plus vulnérables dans notre société contemporaine. Et là, j'entends aussi les femmes. Donc, vous êtes convaincue par cette cause, l'injustice qui est faite en termes de violence psychique, verbale ou physique contre les personnes vulnérables. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous êtes en train de préparer 2 livres qui sont à paraître très bientôt sur le sujet. Ensuite, nous avons comme deuxième invitée Mme Lova Basong Desrochers, qui est une auteure sous le nom de plume Lova Nyemb Basong. Elle est aussi animatrice radio, chargée de cours français à l'Université Victoria, en Colombie-Britannique au Canada, et elle prépare actuellement une thèse sur le féminisme africain. Bonjour, Mme Lova. Bonjour, Aline. Ensuite, nous avons Monsieur Kantoma Djombe. Vous êtes docteur en philosophie, chercheur, formateur, écrivain. Votre dernier livre, publié aux éditions L'Armand, s'intitule « Culture virile et identité féminine ». Donc, c'est un livre qui parle justement de la situation socioculturelle de la femme africaine et aussi de la recherche d'identité de la femme africaine, d'où notre invitation de ce jour. Merci infiniment à tous nos invités d'avoir accepté cette invitation et aborder le sujet qui est donc l'impact de nos cultures et l'impact des conditions socio-économiques de l'Afrique sur l'évolution des droits de la femme. J'aimerais recueillir votre avis sur un point, sur une question qui est quand même une question que j'estime être fondamentale. C'est la question de l'institutionnalisation d'une journée internationale de la femme. Est-ce que c'est une bonne initiative ou est-ce que c'est une mauvaise initiative? Est-ce que ce n'est pas un moyen de continuer à maintenir l'infériorité de la femme puisque, dans les faits, il n'y a pas une journée de l'homme qui soit comparable? Je vais commencer par la parole à Dr Kaveh Djombe, hein, le monsieur qui est sur le plateau. Votre avis? Merci de me passer la parole. Bonjour à tous nos auditeurs. En fait, la chose est très simple. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. C'est une journée pour les droits des femmes, mais est-ce que les femmes l'utilisent exactement pour la défense de leurs droits? Il y a comme une récupération et on a dû tronquer cette idée pour en faire une journée de fête où les femmes, par exemple en Afrique, sont ouvertes à toutes sortes de déviations. On les voit complètement sourds
on a encore des photos sur Facebook, on les voit complètement saouls. Il y a un slogan, par exemple, au Cameroun qui dit soulever. Donc, journée où elles se disent qu'il faut soulever leur robe pour montrer ce qu'elles cachent, donc une partie de leur dignité. Et là, je me dis, pourquoi cette fête a-t-elle perdu son sens? Pour moi, cette fête a tout son sens, mais maintenant, tout dépend de ce qu'on en fait du point de vue social. D'accord. Mais ça, c'est là, vous avez abordé les activités qui sont faites par les femmes, mais sur le principe même de l'institutionnalisation de la journée, est-ce que vous avez un avis, bonne ou mauvaise initiative? Donc, en fait, pourquoi je parle de l'origine même de cette fête? Elle est partie du fait qu'au départ, on se rendait compte que les femmes étaient mises au banc de la société. C'était une manière de pouvoir leur dire, nous reconnaissons qu'on vous a mis au banc de la société. Maintenant, on met une journée pour vous et on vous donne même une fête pendant laquelle vous avez la possibilité de réclamer vos droits. Donc, c'est pour leur dire, sortez de cette sphère privée où vous êtes enfermés pour la sphère publique en réclamant vous-même vos droits. Et c'est parce qu'il y a justement cela qu'il y a eu une réclamation des droits que cette fête-là, ce jour-là, le 8 mars, il y a eu justement une activité antérieurement où il y avait une défense des droits des femmes. C'est pourquoi on a considéré cette journée comme devant être pérennisée, tout simplement. Le Vanieb, si on consacre une journée à la réclamation des droits, c'est qu'il y a quand même toujours une espèce d'infériorité. Si on va quémander, s'il y a une journée pour rappeler, c'est qu'on pérennise l'infériorité. Votre avis? Ben, merci Aline de me passer la parole. Alors mon avis il est simple et je vais essayer d'être le plus court possible. Succinct. Alors pour moi, le terme déjà cristallisation de cette infériorité me dérange particulièrement. Évidemment, ce n'est que mon avis et il vaut ce qu'il vaut. Alors moi, je dirais, au lieu de parler de cristallisation de l'infériorité de la femme, moi, je parlerais de revendication des droits de la femme. Alors, c'est des thèmes que je change déjà dans la formulation de la question, je me le permets. Et puis ensuite, quand on parle d'infériorité, moi, je dirais pas infériorité, parce que j'estime qu'on est tous égaux, même s'il y en a qui refusent de l'accepter. Donc, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, nous sommes avant tout des êtres humains. Et il y a, donc, moi, je parlerai de revendication et ensuite d'injustice. Alors, quand on parle d'injustice, on parle bien sûr de l'injustice sociale, de l'ascendant qu'on donne aux hommes, que la société a donné pendant longtemps aux hommes sur la femme. Donc, est-ce que l'idée d'une journée internationale de la femme est valable? Oui, elle est valable, mais elle n'est pas valable pour cristalliser. Moi, je dirais donc que ça ne cristallise pas notre infériorité en tant que femme, mais ça nous donne le droit de revendiquer nos droits, de revendiquer, de faire nos pétitions, de taper du poing sur la table et de dire il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent, et aussi c'est l'occasion pour nous de créer cette atmosphère pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite à ces femmes qui ne sont pas entendues, pour que justice soit faite à ces femmes qui sont maltraitées, pour que justice soit faite à ces femmes qui n'ont pas leur mot à dire, qui pourtant ont beaucoup à dire et qui ont même souvent plus à dire que les hommes. Donc, je changerai le terme, mais est-ce que la journée est valable? Oui. Et pour rejoindre un petit peu à Monsieur Ndombé, je conclurai en disant que oui, maintenant que la journée nous est accordée, il est important que nous en fassions bon usage. Alors, si je n'ai rien contre la fête, contre le fait de célébrer, parce que j'ai eu, parlant de Facebook, des réseaux sociaux, j'ai eu de vives discussions avec des amis sur la question qui disaient non, mais c'est pas une fête, alors il faut pas fêter, il faut pas célébrer, il faut continuer de revendiquer. Mais moi, je dis l'un n'exclut pas l'autre, hein, parce que qu'on fête aujourd'hui, je veux dire, si pendant que toi tu célèbres, quelqu'un célèbre, une femme X décide de célébrer, qu'est-ce qu'on célèbre en fait? On célèbre le fait qu'on y ait droit. Et ça, déjà, c'est une victoire. On ne peut pas attendre d'avoir obtenu tout ce qu'on réclame pour célébrer, sinon on ne célébrera jamais. Parce que aussi longtemps que la Terre sera Terre, que les humains seront humains, il y aura toujours des revendications que les femmes feront. Et remarquez, il n'y a pas que les femmes qui font des revendications, il y a les hommes aussi. Donc, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Donc, ce sera mon avis. Liselotte Imga,
Qu'en pensez-vous? Bonne ou mauvaise initiative cette journée internationale de la femme? Votre point de vue? Merci de me donner la parole. Pour moi, c'est une bonne initiative, hein, parce que je pense qu'à l'origine, déjà, au début du 19e siècle, non, du début du 20e siècle, quand les femmes ont eu cette journée, c'était parce qu'elles n'étaient pas du tout visibles dans la société du 20e siècle, des femmes occidentales. Donc, pour moi, c'est une bonne initiative et je pense que ça devait être une opportunité pour les femmes, quel que soit leur statut, qu'elles soient dans des professions, au Parlement, de revendiquer encore plus des droits qu'elles n'ont pas. Et pour moi, ça doit être et rester une opportunité, quoi, de lutter contre les injustices qu'elles subissent et non une fête d'exhibition de leur, voilà quoi, de leur intimité, on va dire. Voilà. Donc, très bien, c'est en tous les cas une bonne initiative pour les uns et les autres. Toute la question est qu'est-ce qu'elles en font, hein? C'est plutôt de limiter l'aspect festif et plutôt de l'utiliser comme une journée de réflexion sur les voies et moyens pour avancer. C'est aussi la contribution que nous essayons d'avoir aujourd'hui avec ce débat. Il y a une Nations Unies qui est disponible sur son site internet d'ailleurs et qui met en évidence le fait que en Afrique, les femmes constituent la tranche de population qui exerce des petits boulots, des boulots avec un salaire d'environ 35 € par mois. Avec si peu de revenus, elles ont naturellement très peu d'accès à des ressources essentielles pour la vie et elles ne peuvent même pas sauvegarder leur dignité. Donc, elles n'ont pas de couverture sociale et pour le même emploi, globalement, elles gagnent 50% des salaires des hommes. Dans le même esprit, la 4e conférence mondiale de Beijing sur les femmes avait déjà évoqué le fait que la pauvreté, globalement, était l'un des plus graves fléaux qui menaçaient les femmes africaines, j'entends. Un constat qui était déjà alarmant, mais cette 4e conférence, elle précisait aussi que ces situations avaient pour conséquence l'incapacité d'accès aux soins, l'exposition à un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles, le sida, etc. Donc, d'un côté, la pauvreté, mais de l'autre côté, elle a aussi relevé, je parle toujours de cette 4e conférence de Beijing, le fait qu'à côté de la pauvreté économique, il y avait un autre problème fondamental auquel faisaient face les femmes africaines, c'était le problème des préjugés culturels, le problème des conditions culturelles dans lesquelles elles vivaient, et qui menaient quelque part à leur marginalisation. Ce sont ces deux aspects que nous souhaitons aborder dans le cadre de ces débats, impact des cultures, impact des conditions socio-économiques, notamment la pauvreté, sur leur émancipation et sur leur autonomisation. L'Afrique, dans un premier temps, hein, pour commencer, était piégée par sa culture. Mavis Zotlinga. Est-ce que les traditions africaines visent à maintenir la femme toujours en situation d'infériorité par rapport à l'homme? Je ne pense pas que les traditions africaines en elles-mêmes visent à maintenir, mais je pense que ce sont les hommes qui ont imposé la violence, qui ont imposé la domination au sein de la tradition africaine de manière à ce qu'aujourd'hui, ces violences, ces abus de leur pouvoir soient légitimés. Je pense que, en réalité, il faudrait que les femmes elles-mêmes n'attendent pas que les hommes les sortent de cette situation d'infériorité. Il faut que nous-mêmes, en tant que femmes, nous nous affranchissions, pas par la violence, hein, nous nous affranchissions de ce joug que les hommes nous maintiennent dedans. Il faut que, pour nous, en tant que femmes de la diaspora, il faudrait qu'un réseau social, par exemple, se mette en branle pour pouvoir tirer ceux qui sont en bas au Cameroun, que ce soit de manière qui sont en bas psychologiquement et matériellement, vers le haut, de manière à ce qu'elles sortent de leurs conditions de vie défavorisées. Et s'il faut attendre l'aide des hommes, je pense qu'ils ne vont pas nous donner la liberté. Hein. Moi, je pense que le pouvoir est entre les mains des hommes comme un os charnu qui est dans la bouche des chiens. Ils ne lâcheront jamais le pouvoir volontairement. Ça sert à rien d'espérer qu'ils attendent. Donc, c'est à nous-mêmes de faire quelque chose. Donc, je pense normalement que, par exemple, si la diaspora féminine lançait des cotisations
ici en Europe et dans le monde, pour pouvoir acheter, par exemple, pour pouvoir mettre en place des foyers sociaux où pourraient vivre des femmes qui vivent la violence dans leur foyer. Ce serait bien. Et je pense que c'est dans ce genre d'initiative qu'on essaierait, nous, femmes de la diaspora, d'élever nos consoeurs qui sont au Cameroun et qui vivent vraiment dans des situations impossibles où la violence est légitimée par les hommes. Monsieur Kevin Djombe, est-ce que vous pensez que sur place, en Afrique, les hommes ne lâcheront jamais cet avantage qu'ils ont? Est-ce que vous pensez qu'ils font tout pour maintenir la situation telle qu'elle est et empêcher cette évolution des femmes qui pourraient leur donner un petit peu d'émancipation et plus d'autonomie? Votre avis? Moi, je pense qu'il y a un problème avec la tradition au départ. C'est que ce sont les hommes qui ont créé cette tradition. Et ce sont les hommes qui ont mis les femmes en dehors de la gestion même de la société en général. Alors, il y a de petites choses qui sont parfois très marquantes. Je vais vous donner un exemple. Chez les Pygmées, la chasse à l'éléphant est un élément fondamental de la vie sociale. Mais la femme n'a pas le droit de consommer la trompe de l'éléphant, qui est pourtant la partie la plus appréciée de tous. Dans certains peuples, par exemple, la femme n'a pas le droit de manger les œufs. Quand on parle, par exemple, dans les sociétés kenyanes, consommer la tête du lion, c'est un gage de puissance. Mais la femme ne doit même pas voir la tête du lion. Voir. Vous voyez? Alors, avec tout cela, on comprend que les hommes ont créé un système à la base idéologique pour mettre les femmes complètement à l'écart de la gestion de la société. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'ils ont créé les éléments nécessaires à l'esclavage même de la femme. Quand on voit dans certaines sociétés, en Afrique de l'Ouest, vous voyez que l'homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Et l'homme doit avoir sa case à part. On parle d'un système ityphalique. C'est un système qui est basé sur la prépondérance du sexe masculin. Et c'est l'homme donc, parce qu'il a sa case à part, seule sa case doit regarder en direction de la Mecque. Les cases des femmes doivent regarder dans le sens contraire, de même que leur lit. Et la femme n'a le droit de rencontrer son mari que le jour où son mari lui demande de venir dans sa case à lui. Vous voyez, avec tous ces exemples-là, on comprend le système, une idéologie d'infériorisation et même de matérialisation de la femme. Donc, tout cela est mis en place. Et vous voyez même dans certaines autres sociétés, la femme, ce qui lui donne sa valeur, c'est qu'on met dans sa lèvre un disque d'argile. Imaginez donc que plus le disque d'argile est grand, plus on considère que la femme a de la valeur, alors que c'est une mutilation. Donc vous voyez, toutes ces traditions-là ont tendance à inférioriser, à réduire la femme à un statut d'animal et sans valeur même pour la société. Donc on voit qu'il y a un vrai système qui est mis en place pour maintenir la femme dans ces conditions d'infériorité. Je vais aller un peu plus loin. Il a même été créé ce qu'on appelle dot. Quand on épouse des femmes, je rappelle à nos téléspectateurs ce que c'est que la dot en Afrique. C'est l'ensemble des cadeaux qui sont à offrir à la future belle famille. Ce sont des cadeaux matériels, alimentaires, financiers. Et plus on en donne, plus, comment dire ça, on est considéré. Mais en même temps, cette action cristallise aussi, comment dire ça, une espèce d'acquisition à un prix.
on a quasiment psychologiquement payé un prix pour pouvoir épouser une femme. On peut se dire, de manière naturelle, on peut en faire ce qu'on veut par la suite. Lovanième, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai un avis partagé sur la question, je vais être honnête. Déjà, personnellement, je ne crois pas en la dot, même si je suis africaine d'origine, 200%, je le réclame. Je n'y crois pas et Dieu merci, mon père, ma famille, mon père, surtout ma mère, un petit peu moins, mais mon père aussi n'y croit pas. C'est une réalité africaine quand même, c'est pas une question de croyance. Non, je suis d'accord, j'introduis pour expliquer pourquoi mon avis est partagé. Donc, autant j'admire et j'aurais aimé être dotée, par exemple, autant j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la dot qui maintient les femmes dans l'esclavage. Enfin, esclavage, vous comprenez ce que j'entends par esclavage dans le soumission. Oui, dans la soumission ou l'infériorité. L'infériorité, merci. Je cherchais le mot. Donc, moi, à mon avis, c'est pas la dot, parce qu'il y a des sociétés qui ne pratiquent pas la dot, par exemple, et là, on va sortir de l'Afrique un petit peu avec votre permission, et on fait un tour en Europe, en Amérique du Nord, je vis. Ben, ils ne pratiquent pas la dot, ils ne croient pas en la dot, mais le fait est que les femmes, malgré tout ce qui se dit, le 8 mars, l'émancipation de la femme, le fait qu'il y ait toujours une journée et que cette journée soit internationale veut dire que les femmes souffrent tout aussi bien en Afrique qu'en Europe et en Amérique du Nord, avec ou sans dot. Donc moi, j'aimerais pas qu'on récrimine les dots. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je commençais je partais du postulat que je n'y crois pas personnellement, mais le fait que je n'y crois pas ne me donne pas la liberté de dire que c'est la raison pour laquelle les femmes sont toujours en position d'infériorité par rapport aux hommes. Moi, je pense que c'est bien au-delà de ça. C'est ancré dans les mœurs, dans les mentalités. Comme Monsieur Njombe le disait tout à l'heure, c'est une culture, en fait. C'est une culture de maintenance de la femme au bas de l'échelle, en fait. Et pour que ça change, ce ne sera pas l'abolition de la dot qui va le faire, parce que je connais des personnes qui ont doté leurs épouses et qui se comportent très très bien, beaucoup mieux que certains qui ne les ont même pas dotées. Donc, et là, je compare un couple africain un couple européen ou américain ou nord-américain, ok. Donc un couple africain, un monsieur qui a doté sa femme et qui la traite comme son égal, et un couple nord-américain qui n'a jamais payé, qui n'a jamais eu à dépenser quoi que ce soit en termes de monnaie ou de matériel, mais qui traite sa femme comme une moins que rien. Donc pour moi, la dot ne serait pas l'excuse. Ça peut être considéré, ça peut être pas mis, ça peut être considéré comme l'une des choses, l'un des éléments qui vise à maintenir les femmes dans les situations de maltraitance et autres, mais ce n'est pas le problème fondamental. Le problème, il est autre. En effet, on disait tout à l'heure, pardon Kelvin, on disait tout à l'heure que la question des violences était reconnue comme étant, ou de la maltraitance était globalisée. Néanmoins, dans les pays développés, vous parliez du Canada, en moyenne, on est moins sur le sujet de l'autonomie de la femme au sens matériel, avoir un minimum pour vivre, que sur la question de la parité. On est plus sur la question de la parité aujourd'hui. Du développement professionnel, alors qu'en Afrique, on lutte encore pour des droits de base. Je voudrais donner la parole ici à Madame Yinga Njapa pour nous dire deux mots là-dessus. En fait, je voudrais d'abord essayer d'expliquer que je pense qu'aujourd'hui, le sens qu'on donne à la dot n'est pas le même sens qu'à l'origine. J'ai discuté avec maman il y a une dizaine d'années sur la signification traditionnelle de la dot. Et elle m'a expliqué qu'avant, la dot était considérée comme un cadeau par la famille du marié et le marié lui-même. Étant donné que la famille de la femme leur confiait leur enfant, un bien précieux, en retour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de leur remercier en leur donnant, eux, ce qu'ils avaient de plus précieux à leur temps. À l'époque, ça veut dire il y a des centaines d'années, qu'est-ce qu'ils avaient de précieux qui leur permettait de survivre dans des conditions de vie difficiles, ça veut dire dans la savane et dans la forêt? Ils leur donnaient du bétail. C'était des moutons, c'était des chèvres, c'était des vaches. Mais aujourd'hui, avec
la mercantilisation, avec l'adoption par les Africains des valeurs mercantiles de l'Occident, on a transformé le sens de la dot en quelque chose de négatif, en quelque chose de du matériel. Donc, pratiquement aujourd'hui, que font les familles des femmes, elles exigent pratiquement qu'on leur donne des biens matériels. Et qu'est-ce que fait l'homme en retour? C'est qu'après avoir, entre guillemets, payé sa femme, il se dit qu'il a le droit de faire d'elle ce qu'il veut. Et voilà comment on aboutit justement à la transformation de quelque chose qui était juste un don, un cadeau, en quelque chose de mercantile, de négatif. Et ça aboutit à quoi? À la violence conjugale que certaines femmes vivent et subissent aujourd'hui au point de payer de leur vie, parfois. Lova Nyambasong, Oui, je voulais juste vous voulez ajouter. réagir là-dessus? Oui, je voulais juste ajouter toujours la comparaison. Vous avez dit tout à l'heure, Aline, que quand on s'intéresse à l'Afrique, c'est un petit peu parce que la plupart des femmes en Afrique, enfin, le pourcentage en fait de violence faite sur la femme est plus élevé en Afrique qu'en Amérique du Nord. Mais moi, ce que je faisais, ce que je tentais de faire, je continue d'insister, je ne compare pas. Pour moi, il faut qu'on soit d'accord, la violence n'est pas seulement physique. On est d'accord. Donc, il y a beaucoup de violence émotionnelle et verbale et économique qui se passe dans les couples en Amérique du Nord, en Europe. Et on n'en parle pas. Les femmes se suicident. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la violence, c'est pas juste les femmes battues. Pendant longtemps, les femmes, nous avons milité. Nous avons non aux femmes battues. Il y a plein d'associations qui se sont créées. Mais il y a une autre forme de violence que les gens ne voient pas. C'est la violence physique, la violence émotionnelle, la violence verbale. Et ça, c'est une violence. Permettez-moi de la redondance, pour moi, c'est une violence violente, hein, dans la mesure où elle est même plus dangereuse, hein, parce que la violence physique, si une femme est battue par son mari, si elle arrive au boulot le lendemain, ou même qu'elle aille au marché pour faire des courses, on va le remarquer. Elle aura des œdèmes, vous voyez ce que je veux dire? Mais la violence émotionnelle, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Donc, les gens se suicident. C'est pas toujours qu'on pense à faire un petit mot pour dire je me suis suicidée pour telle raison. Mais le nombre de femmes qui sont abusées émotionnellement comment je dis, et verbalement dans cette partie du monde où je vis est quand même impressionnant. Et moi, vous avez absolument raison. Ce serait ce combat que j'aimerais, si j'avais assisté à une conférence ou à militer pour un groupe, ce serait ces femmes-là ce serait de ces femmes-là que j'aimerais qu'on parle aussi. Vous avez absolument raison parce que effectivement, en début d'émission d'ailleurs, en introduction, on rappelait que la violence était le problème numéro 1. Et ça, c'était sans frontières à travers le monde que c'était reconnu comme étant le sujet numéro 1 pour lequel tous les efforts devaient être mis en œuvre afin de protéger les femmes dans le monde. Ce qu'on souhaitait par la suite dans le cadre de ce débat, c'est aller un petit peu à côté de ce problème de violence qui est déjà universel, voir dans le cadre de l'Afrique comment les cultures de l'Afrique, comment les conditions socio-économiques impactent ou freinent l'évolution des droits de la femme. Je vais laisser Calvin Djombe intervenir parce qu'il avait quelque chose à dire tout à l'heure sur cette question de dot des femmes en Afrique. En fait moi, je pense que la dot fait partie des phénomènes de résistance à l'avilissement de la femme. Au départ, la dot avait une base essentiellement symbolique. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de la dot, vous voyez par exemple qu'on vous donne une liste. Et dans la liste, vous voyez des boîtes de sardines, vous voyez de saucissons. Je le dis parce que j'en discutais encore avec un ami il y a quelques semaines qui m'a montré la liste qu'on lui a donnée de la famille de sa fiancée. Vous voyez même du saucisson, vous voyez des paquets de sucre, vous voyez des sacs de sel. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est non seulement une exposition de la misère matérielle et morale de la famille de la femme, mais en même temps, une manière de dire c'est tout ce que vaut ma fille. Mais non, il faut aller au-delà de ces considérations-là et se dire, bien sûr, il y a eu d'autres, mais c'est le comportement de l'homme qu'il faut voir. On peut bien doter une femme et la respecter. De même qu'on peut ne pas la doter et ne pas la respecter.
tous les cas de figure sont possibles. C'est beaucoup plus au niveau de l'homme. C'est pourquoi je dis, tout dépend de l'éducation même, à base qu'on donne à notre jeunesse. Est-ce que les jeunes, dès l'enfance, sont éduqués de manière à reconnaître que la femme est l'égal de l'homme? Pourquoi à la maison, par exemple, le garçon est au salon avec le père et la jeune fille doit être à la cuisine, aller porter la carafe d'eau pour partir chercher de l'eau à l'extérieur et ainsi de suite. Là, on montre déjà l'infériorité de la femme et que l'homme lui a déjà un caractère supérieur. Pourquoi Alors ça, c'est un trait justement de l'éducation traditionnelle. Est-ce qu'il y a des choses finalement qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut changer le droit coutumier ou alors les manifestations du droit coutumier, les interprétations qu'en font les représentants de ce droit coutumier? Je vais peut-être citer un exemple encore pour enrichir notre discussion. On voit par exemple la question de l'héritage. On parlait tout à l'heure du mariage. Après le mariage, il y a une vie, on fait des enfants. À un moment, il y a l'homme qui est en général le père de famille, le chef de famille, qui peut être amené à disparaître. Les femmes ne bénéficient pas de l'héritage, elles n'ont aucune protection. Dans les pays développés, on sait que la moitié de l'héritage reviendra à l'épouse pour continuer à survivre, et l'autre moitié aux enfants. Alors que chez nous, au mieux, ça va aux enfants, sinon à la fin de l'époux. Des fois, la femme, elle est abandonnée avec ses enfants sans rien du tout. Un autre cas de figure, toujours dans le droit coutumier, c'est qu'après une vie commune de 20 ou 30 ans, un monsieur peut décider comme ça, sur un coup de tête, de répudier son épouse, de l'exclure complètement, de l'expulser du domicile conjugal, sans protection, sans rien, quelquefois même avec les enfants, et sans que personne, aucun représentant du droit coutumier, ni même personne dans la société ne fasse quelque chose pour sa protection. Donc, est-ce que tous ces éléments, est-ce qu'on doit changer la façon dont on interprète le droit coutumier, dont on interprète le droit traditionnel? Calvin Djambé. En fait, moi, j'ai trouvé que, dans mon livre, je vais un peu le citer, j'ai trouvé qu'il y avait 3 éléments de base. La première, c'était la morale. Du point de vue africain, l'éthique de la vie commune est une éthique à la base traditionnelle et qui d'emblée considère la femme comme bénéficiant simplement des biens de l'homme, même si elle travaille. Et c'est ça le regard que vous voulez dire profitant, vous voulez dire profitant, pas bénéficiant au sens oui, voilà, tout simplement, des biens de l'homme. En fait, le regard africain. Le regard africain, c'est que quand il y a une femme, ça veut dire qu'elle est là pour profiter des biens de l'homme. Alors que ces biens devraient normalement revenir à la famille. La conséquence, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Aline. C'est que quand l'homme disparaît, on met la femme dehors avec les enfants et les frères de l'homme s'accaparent tous les biens. La femme s'en va sans un sou. La deuxième étape, c'est le droit. Il faut comprendre qu'on passe du droit coutumier au droit positif, c'est-à-dire au droit social. Tant qu'on s'enferme dans le droit coutumier, les femmes continueront à être dans cette situation-là. Si on passe au droit social, la femme comprendra qu'elle a le droit d'aller porter plainte. Et que je termine rapidement. Et pour que la femme comprenne qu'elle a le droit de partir porter plainte, il faut qu'elle soit éduquée à ça. Il faut qu'on éduque les femmes à leur propre droit et à pouvoir comprendre que ce qu'elles arrivent à mettre en place avec leur mari leur appartient à eux deux. Lislott Yinga, je vous voyais bouger un petit peu. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut finalement mettre un petit peu le droit coutumier de côté pour faire valoir ce droit positif afin que les femmes puissent bénéficier de ce qui leur revient? Je pense qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il faut faire la différence entre la question d'héritage d'une femme suite à une union traditionnelle et la question d'héritage suite à une union de concubinage. Et je pense que de nos jours au Cameroun, tous ces droits, la tradition et le droit coutumier sont chaperonnés par les droits de l'État.
par des lois de l'État. Donc, quand une femme se met en concubinage avec un homme et qu'elle ne légalise pas cette union, il faut qu'elle sache qu'elle doit s'attendre que si cet homme meurt, elle ne va hériter de rien. Ça, mais ce cas existe pour les femmes même mariées, ceux qui sont répudiées après 20-30 ans. Il y a un vrai souci. Justement, le problème, c'est qu'il ne faut pas que les femmes s'embarquent dans des relations où à la fin, elles se retrouveront perdantes. Donc, je rejoins ce que monsieur Djombe disait tout à l'heure. Il fallait éduquer les femmes pour qu'elles prennent conscience de leurs droits. De leurs droits. En fait, je pense que c'est ça, c'est une question d'éducation des femmes, qu'elles prennent conscience qu'on est dans une société où elles doivent lutter pour avoir leurs droits. Et généralement, ces droits sont là, mais elles ne savent pas tout simplement. Elles ne savent pas. Mais une procédure, ça coûte. Est-ce qu'elles ont les moyens? On va aborder la question après. Et on parle de l'éducation. L'éducation, ça n'est pas juste de savoir qu'elles ont des droits, c'est aussi d'avoir les moyens de pouvoir faire valoir leurs droits. Vous en pensez quoi? Oui, mais déjà, moi, je pense que déjà, si on apprend à une femme que rester en concubinage, elle n'aura rien, elle va réfléchir par 2 fois avant de se mettre dans une relation où elle part perdante dès le début, quoi. Et il y a une chanson, José, que j'aime beaucoup ces derniers temps. Tu n'as qu'à me légaliser. Tu n'as qu'à me légaliser, ça veut dire que tu dois passer devant le maire avec moi pour me légaliser, quoi. C'est-à-dire que pour que je puisse aussi avoir des droits reconnus par la société. Donc, franchement, aujourd'hui, je ne conseille pas, surtout ici, peut-être, c'est possible de vivre en concubinage avec un homme, parce que je pense que nous, qui vivons ici de la diaspora, qui vivons en Europe, généralement, on a fait des études. Hein, donc, on peut subvenir à nos besoins par nous-mêmes. On peut se permettre d'avoir des enfants dans des unions libres. Mais au Cameroun, il faut faire comprendre aux dames qui s'engagent dans des unions libres qu'elles partent perdantes. Elles partent perdantes dès le début. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter dans des relations où elles vont souffrir, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, c'est... Lavanya Mbassan, votre réaction? Non, oui, je voulais juste ajouter, je vais encore un petit peu sortir, parce que moi, j'aime sortir un petit peu des sentiers. Je vais parler des droits. Et, parlons de droits, c'est pas tout de connaître ses droits. Et là, je m'adresse directement à M. Djombe et à Lisbeth. Ce que je veux dire, c'est que je connais des dames en Afrique, au Cameroun, qui ont fait des études, qui ont même fait des études en droit, mais qui pour des raisons de respect, de dévotion à la société traditionnelle, à la culture, comment je dis, et à la religion aussi, parce que c'est un sujet que je voulais aborder tantôt. Non, elles décident volontairement de ne rien faire, de croire en une certaine justice divine, ou à une intervention au karma, à la vie qui leur rendra justice après qu'elle se soit soumise à un homme pendant 10, 15, 20 ans. Alors vous leur direz déjà, elles savent, et là je parle d'une amie, je ne donnerai pas le nom et j'espère qu'elle ne se reconnaîtra pas, qui était dans une situation vraiment embarrassante. Et c'est une dame qui a une licence en droit, qui était majeure de sa promotion, tenez-vous tranquille, et qui était battue par son mari, qui va dire non, je ne vais rien faire, Dieu va intervenir, Dieu va toucher son cœur, Dieu va changer son cœur. Donc après, oui, il y a l'éducation, oui, c'est important de connaître ses droits, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait? La connaissance, c'est bien, mais après, il faut de l'action. Et moi, je suis pour l'action, je suis une femme d'action, je milite pour l'action, c'est pas tout de savoir, c'est de vraiment... c'est d'y aller effectivement, de saisir le taureau par les cornes et de dire, à nouveau, je vais l'utiliser cette expression encore, on tape du poing sur la table, il faut que les choses changent. C'est de dire, on ne va pas en guerre. C'est pas la guerre. Il faudrait que ce soit bien expliqué. C'est une question de revendication. Et quand on revendique, c'est parce qu'on est forcément en position de faiblesse, on est forcément lésé, on est forcément, il faut qu'on établisse la justice. Donc, à nouveau... effectivement, sur votre intervention, Lavanya Mbassan, je voudrais peut-être remettre en lumière le fait que, justement, dans les points du droit coutumier, on sait que dans plusieurs familles en Afrique, on dit aux filles, peu importe les diplômes que vous aurez, peu importe les niveaux d'éducation que vous atteindrez, si vous n'avez pas un homme, si vous n'êtes pas marié, vous n'existez pas. Donc, comment on fait sur ce point-là?
Mais moi, j'ai envie de parler de changement de mentalité. C'est pour ça que je disais l'éducation, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien même d'écouter les anciens, mais c'est bien d'évoluer avec notre temps. Parce que les mentalités changent, la société évolue, et si on veut rester, c'est drôle, mais j'avais cette même discussion avec des amis hier soir, et on parlait d'évolution des mentalités. Donc, on arrive à un point un stade de l'histoire où il faut, surtout en Afrique, nous traversons un clivage et il faut il faut que tradition et modernité arrivent à se réconcilier, à trouver un juste milieu. Sinon, ça va éclater. Juste la tradition, ça ne marchera pas. De toutes les façons, ça ne marche plus. La tradition est un échec depuis des années parce que moi, avec des amis, on parlait hier de la beauté des femmes soumises et moi, je suis pour la soumission, oui, je le dis, et je le dis à ma honte peut-être, j'assume, je suis pour la soumission jusqu'à un certain degré. Mais alors, à ce moment, c'est moi qui décide de me soumettre. On ne me soumet pas, ok? Et puis, quand on parle de soumission, on parlait de la beauté de la femme soumise. Et moi, je disais, poussons un peu la réflexion. On a des mamans qui ont été mariées à des hommes pendant 10, 30, 20, 40, 60 ans. Mais quand on va leur parler, je veux dire de femme à femme, de mère à fille, de mère à grand-mère, et qu'on leur demande qu'est-ce que c'était vraiment, et quand on entend les témoignages, les horreurs qu'elles ont subies, pour nous, c'était des héroïnes, alors qu'en fait, non, c'était des martyrs. C'était des femmes qui détestaient leur mari. Je le dis à la honte de ces hommes qui avaient l'impression Liselotte Yimgadjapa voudrait intervenir dans le même sens que vous. Hein? Oui, tout à fait. Moi, je partage pratiquement à 99,9% son avis. En fait, je voulais juste ajouter que je pense que c'est un problème d'éducation bienveillante à la base. Je pense que 18 ans doivent suffire à des parents pour inculquer des valeurs de respect, de dignité, de confiance en soi à leurs enfants, que ce soit de sexe féminin comme de sexe masculin. Un enfant, plus précisément un garçon, qui a reçu de la part de ses parents, mère, de parents, que ce soit maman ou papa, hein, de l'amour, de la confiance en soi, de l'estime, il n'a pas besoin, je veux dire, d'aller chercher une femme qu'il va maltraiter. Et le problème, c'est que dans notre culture traditionnelle patriarcale, présente en Afrique, généralement la femme, les hommes ont poussé les femmes à accepter qu'il était normal de souffrir. Ça veut dire que les hommes ont petit à petit fait accepter à la femme africaine que souffrir était normal. Et pour beaucoup d'entre elles, aimer rime avec souffrir. Et ces femmes ont donc grandi dans un foyer où elles ont vu leur maman être maltraitée psychologiquement, verbalement, émotionnellement et physiquement. Et ces mêmes femmes disaient à leurs filles qu'elles aimaient cet homme. Donc, qu'est-ce que ces enfants, ces filles ont retenu dans leur schéma, dans leur inconscient et dans leur entendement? C'est que aimer rime avec souffrir. Alors, une fois adultes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre à la recherche des hommes qui sont à l'image de leur père. C'est-à-dire un père qu'elles ont aimé, mais un père qui était violent, un père qui était méchant. Donc, et c'est comme ça que va se reproduire le schéma de la violence traditionnelle, la violence qui va devenir culturelle et traditionnelle, quoi. C'est ce que je voulais dire. Juste un petit mot. Est-ce que l'éducation à la parité ne pourrait pas être une solution à tout ça? Si on arrive déjà à éduquer nos jeunes filles à la parité depuis leur petite enfance, est-ce que ça ne pourrait pas déjà être une solution? Et les jeunes garçons? Parce que jusqu'ici, on ne parle pas de parité. Et les jeunes garçons? Les jeunes garçons aussi, c'est-à-dire tous nos enfants, on les éduque à la parité. C'est-à-dire qu'on puisse faire comprendre à chaque enfant que c'est une femme, mais en tant que femme, elle a la même valeur que toi. Elle peut faire les mêmes valeurs que toi, les mêmes choses que toi. Et sa valeur est d'abord humaine, avant d'être féminine. C'est d'abord l'être humain. Si on arrive à réaliser cette éducation, la parité depuis le départ, ça pourrait aller. Mais l'Afrique est encore enfermée dans une éducation traditionnelle qui a tendance à ombrer complètement toutes les consciences. Alors, moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que finalement, la situation économique de la femme, le fait qu'elle ait très peu de moyens pour subvenir à ses besoins, ne crée pas les conditions de domination de fait? Et puis aussi, toujours sur un aspect du droit coutumier, les mariages se font souvent avec un très grand écart d'âge. On peut avoir un monsieur de 70 ans qui épouse une fille de 18 ans, je sais que c'est extrême, mais la plupart du temps, il y a un écart
comment dire, de moyens matériels entre l'époux et l'épouse, et donc une domination de fait qui va s'installer dès les premiers jours, que ce soit une domination même seulement psychologique, parce qu'on dépend de l'autre, c'est quelque chose qui va se pérenniser dans la durée du couple. Liselott Yimga. Oui, ben, en fait, justement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que quand on inculque vraiment des valeurs, quand on apprend à nos enfants, dès qu'ils sont petits, on les conditionne à aimer, à avoir confiance en eux, à avoir une certaine estime d'eux-mêmes, je ne pense pas ayant éduqué un garçon comme ça et à respecter la femme, je ne pense pas un tel garçon va attendre 80 ans pour se mettre en couple avec une jeune femme de 18 ans. Parce que pour former un couple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir certains objectifs communs à long terme. Mais qu'est-ce qu'un homme de 80 ans au crépuscule paisible de sa vie va avoir je ne sais pas, comme projection future avec une gamine de 18 ans qui est encore à l'aube de sa vie? Le droit coutumier lui en donne le droit et le valorise d'ailleurs. Justement, c'est là parce qu'il peut accumuler autant de filles possible, plus jeunes les unes que les autres. Oui, c'est pour ça que je reviens à l'aspect qu'il y a certains aspects de la tradition, de la coutume que l'on doit bannir totalement. Je veux dire, moi, je suis camerounaise et je suis toujours camerounaise. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à 19 ans. J'aime ma culture, mais je dis à un moment, il faut savoir faire la synthèse, il faut savoir laisser derrière soi ce qui n'est pas bien et avancer avec ce qui est bien. Et je pense que cet aspect justement de la culture traditionnelle africaine, elle est à bannir parce que on ne peut pas construire une société équitable, une société juste, une société de sérénité en continuant à nous gangréner avec des choses qui nous maintiennent dans un état de servilité et qui ne nous permettent pas aujourd'hui… Conditions socio-économiques. Conditions socio-économiques, finalement, les conditions socio-économiques sont peut-être finalement aussi un facteur frein dans l'émancipation de la femme. Là, je m'adresse à Lova Nyambasong. La femme qui n'a pas les moyens de pouvoir se soigner, qui a très peu de revenus. On sait qu'elles sont souvent cantonnées au secteur informel en Afrique. Qui dit secteur informel dit secteur non réglementé, dit secteur à bas revenus. Et donc, rien n'est fait pour régulariser ou pour réguler ce secteur économique. Et les femmes, quelque part, elles se retrouvent piégées dans ce secteur où elles seront toujours les moins mirées en travaillant pourtant un maximum. Votre avis là-dessus, Lova Nyambasong? Alors moi, mon avis, à nouveau, il est partagé et c'est certainement dû à l'influence que j'ai de cette partie du monde où je vis. Moi, je suis de ceux qui pensent de manière générale qu'il y a toujours moyen de bouger les choses, de défier le système, de se démarquer. Parce que dans la même Afrique, dans cette même Afrique où on parle de la majorité de femmes qui sont dans le secteur informel, qui ont des travaux qui sont sous-payés et tout le reste, il n'en demeure pas moins qu'il y en a qui sortent du lot, qu'il y en a qui sont partis de conditions très, très, très difficiles, qui ont dû aller à l'école. Il y a une dame que je vais citer, que je respecte beaucoup, je la lis beaucoup aussi, c'est une écrivaine, Fatou Diam. Moi, j'ai lu son histoire dans le vent de l'Atlantique. Elle est née dans un village, Mio Dior, que ça s'appelle, et elle était interdite d'aller à l'école. Donc, elle se cachait. Elle a été élevée par sa grand-mère. Et au Sénégal, pour avoir vécu dans ce pays, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus traditionnaliste que le Cameroun, par exemple, qui est mon pays d'origine. J'ai vécu 7 ans et je sais que les traditions sont souvent un peu trop respectées. Ce n'est pas en reproche, c'est un constat. Alors, cette dame, elle a quand même réussi. Je pars toujours du particulier pour parler, pour aller au général. Elle a réussi quand même à s'infiltrer dans une salle de classe qui était composée à 90% de garçons, à faire la têtue, à être chassée par les élèves, à être insultée par les anciens, à être rejetée. Et puis qu'à un moment, à cause de sa ténacité, de son intelligence, c'est le maître d'école, sa grand-mère était complètement contre elle, mais c'est le maître d'école qui allait rencontrer sa grand-mère pour lui dire, écoute, elle a du potentiel, laisse-la faire. Elle a poussé dans ses études. Aujourd'hui, elle a un doctorat, elle est une écrivaine qui est la fierté de l'Afrique. Et des cas comme ça, il y en a à profusion. Donc moi, oui, il y a un taux élevé de femmes qui sont très peu indépendantes et surtout indépendantes financièrement. Mais la question, c'est pas juste de constater. Moi, je n'en suis plus au constat. Les constats sont faits. L'OMS, l'organisation
Enfin, oui, l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation, en fait, toutes ces ONG, l'UNICEF et tout, l'UNESCO, on nous parle des femmes, des femmes, des femmes qui souffrent, des femmes, des femmes, des femmes. Oui, ces pourcentages, c'est très beau, c'est bien beau, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait de manière pratique, de manière pragmatique? Est-ce qu'on peut pas tirer exemple de celles qui, malgré les difficultés, s'en sortent? Est-ce qu'on veut changer déjà? Et moi, je repars dans les mentalités. Est-ce qu'on veut effectivement, parce que moi, je suis de ceux qui pensent quand il y a when there's a will, there's a way. En français, vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on veut vraiment, quand on en a marre de notre situation, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous dire il faut que ça change. Vous allez changer. Vous allez vous lever. Vous allez avoir la niaque. Vous allez avoir ce qu'il faut pour changer. Et si on ne le fait pas, si les Africaines ne se prennent pas en main, là je rejoins César, il est question de prise en main de notre destin là. Les femmes comme les hommes. Alors, ceux qui portent la tradition, ce sont des personnes qui ont un certain âge aujourd'hui. Entre-temps, les garçons sont allés à l'école, les filles sont allées à l'école. Donc, les couples aujourd'hui se forment entre des personnes relativement jeunes et pourtant on continue à avoir ces maltraitances. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité finalement des jeunes de dire pour la génération future, je voudrais m'engager moi individuellement à ce que les choses changent, à ce que les filles soient traitées différemment, parce qu'effectivement, si une génération prend ce problème en main, il y a des chances que les choses puissent s'améliorer. Voilà, l'action, comme vous disiez. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Kavanjombe? C'est vrai qu'il y a des femmes qui se battent. Hein. Il faut le dire. Ce que les femmes doivent comprendre, surtout, c'est que les conditions sociales ne leur sont pas favorables. Parce que c'est toujours les hommes qui mettent en place même les lois sociales. C'est toujours les hommes qui mettent en place et qui déterminent les codes sociaux. Donc, à un moment donné, les femmes doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas y aller toutes seules aussi. Parce que quand on va en rang dispersé, c'est difficile d'y arriver. Il y a quelques héroïnes qu'on peut retrouver. Il y a des femmes qui, j'aime souvent prendre l'exemple de ma mère, qui, après avoir été chassée par le frère à son mari dans la rue, elle est rentrée, après la mort de son mari, elle est partie. Elle a élevé seule tous ses enfants et que chacun puisse avoir aujourd'hui une petite situation quand même. Donc, il y a des héroïnes, mais les actions isolées ne peuvent pas mener à un véritable combat. Le combat de la femme africaine est un combat fondamental aujourd'hui par rapport à cette donnée sociale. Je vous donne un exemple. La femme qui se met par exemple dans une tontine, c'est pourquoi j'ai mis les femmes américaines par exemple, excusez-moi que je dise ça. La femme qui se met dans une tontine et qui arrive à gagner la tontine pour pouvoir ouvrir un commerce, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle se sentira obligée de pouvoir rembourser. C'est comme des micro-crédits en fait. Elle se sentira obligée de rembourser par petites sommes au fur et à mesure, chaque semaine ou chaque mois. Et finalement, l'argent mère lui reviendra et son commerce pourra prospérer. Donc, nous avons dans notre société la question d'image. Quelles sont les images qui sont les plus vues et les plus adorées? Ce sont les images du féminin par qui la femme va avoir l'argent facile. Ce sont les images des filles qui elles-mêmes ont la vie facile et qui gagnent de l'argent par des moyens très peu orthodoxes. D'où la prise en compte de cette question, je veux dire, vraiment incroyable de Nathalie Koa, que tout le monde considère comme, que beaucoup de filles considèrent comme étant un exemple, alors que c'est une véritable catastrophe. Calamité. Alors, les avis sur ce sujet-là sont partagés. Moi, je voudrais peut-être ici, pour qu'on aborde pendant quelques minutes, avant de prendre l'étape de la fin, donc pendant quelques minutes, aborder le problème d'une dame dont le cas est diffusé actuellement sur Internet. C'est un cas vraiment d'échec social total, puisqu'il s'agit d'une dame qui était enceinte de jumeaux, qui très probablement en raison de la pauvreté, donc du manque de moyens
de manque de moyens financiers, n'a pas pu avoir une grossesse prise en charge correctement et qui est décédée il y a 2 jours devant les services de l'hôpital La Quintigny sans pouvoir être prise en charge. Et vraisemblablement, les bébés bougeaient encore dans le ventre et il n'y a pas eu non plus de prise en charge pour essayer de sauver ces bébés. En fait, elle n'avait pas d'argent pour payer en avance les soins. Donc, je pense que ça, c'est encore une illustration, s'il en fallait une, des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes parce qu'elles ne sont pas capables de s'assumer, d'être autonomes et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que ça vous a fait je vais donner peut-être la parole à Lova Nyambasson. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette histoire qui est diffusée depuis ces derniers jours? À vrai dire, je suis encore retournée. Donc, sur ma page Facebook, j'arrête pas de publier. La page de Cameroun, c'est le Cameroun, j'arrête pas de dire comment je suis choquée, en fait, parce que c'est le mot. Il n'y a pas de mot plus grand, il n'y a pas de mot en dessous. Je suis choquée par l'échec d'un système, et je parle du système gouvernemental, bien sûr, mais on n'est pas dans un débat politique, on est dans un débat social. Mais je suis surtout choquée parce que voilà une femme, justement, parlant d'indépendance, qui aurait pu être indépendante. Je ne lui fais aucun reproche, je ne vais pas battre sur un mort, mais je suis révoltée du fait que certaines femmes, quand on est en vie, quand on a la possibilité d'essayer de faire des choses, de se démarquer, à nouveau, je ne la juge pas, mais je pousse la réflexion et je me dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a manqué, si elle était indépendante, si elle avait une activité. Et quand on parle d'activité, on ne parle pas forcément d'être riche, d'être pleine aux as, mais de pouvoir de pas dépendre d'un homme, parce que l'histoire telle que je l'ai lue, telle qu'elle a été racontée sur les réseaux sociaux et tout, c'est que cette dame arrive à l'hôpital accompagnée de son mari. Et son mari qui est là, qui, parlant de la culture et de la tradition, qui certainement comptait sur son mari pour s'occuper d'elle. Et là, tous les deux, devant la porte de l'hôpital, ils n'ont pas les moyens. Donc la question que je me pose, c'est si elle avait été indépendante, si elle s'était prise en main, enfin, peut-être elle a été, je ne sais pas, peut-être elle a cru au système de dépendance aux hommes ou pas, je n'en sais rien, je ne peux pas la juger. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'elle sait, ce que je veux dire, est-ce que si elle avait été une femme qui avait une activité sociale, qui avait de l'argent peut-être en banque, qui avait fait des économies, qui était dans une cantine peut-être, qui avait son champ de cacao ou qui vendait au marché, est-ce qu'elle aurait été confrontée à ce genre de situation? On a un cas où on dit clairement, ce qui se dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'histoires qui se disent, mais un fait est clair, elle a été refusée aux portes de l'hôpital parce qu'il y a trop d'argent. Alors, de toute façon, l'information publiée ne met pas forcément en cause les médecins sur la prise en charge de la femme. Vraisemblablement, elle serait arrivée à l'hôpital dans un état, je pense, quasi morte, si ce n'est morte. Je pense que la polémique, elle est plus au bébé qu'elle avait dans le ventre. Et peut-être aussi, éventuellement, la question de sa capacité à se prendre en charge pendant sa grossesse. C'est-à-dire, peut-être qu'avec un meilleur suivi, elle n'aurait pas elle n'aurait pas eu cette situation. Vraisemblablement, elle n'avait pas d'argent pour se faire correctement. Aujourd'hui, la polémique, ce qui blesse le plus, c'est qu'une fois emmené à l'hôpital, on a quand même vraisemblablement vu que les bébés bougeaient encore dans le ventre. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour trouver les enfants, mais il n'y avait pas de moyens pour payer les soins ou une opération d'urgence. Je n'en sais rien, mais voilà, c'est encore, si vous voulez, une image, une illustration forte de ce qu'on pourrait éviter si on arrivait à une situation où les femmes peuvent être capables d'être autonomes et de pouvoir se prendre en charge pour le minimum vital. Rien n'est très sûr, mais voilà, ce qu'on aimerait juste ici au point, attirer l'attention sur l'importance de pouvoir avoir les moyens de se prendre en charge pour les femmes globalement, qui restent quand même très vulnérables, et de manière à pouvoir éviter ce type de situation choquante, tout simplement, déshumanisante, indigne, tout simplement parce que il y a quelqu'un qui a essayé de sauver les bébés en public en ouvrant le ventre, j'en sais rien. Les gens ont fait ce qu'ils ont pu, mais je pense qu'il y a un point sur lequel tout le monde peut être d'accord, c'est que si cette dame avait les moyens de se faire suivre correctement pour une grossesse avec des jumeaux, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là.
Néanmoins, est-ce qu'il y a eu des progrès quand même dont on peut parler rapidement, parce qu'il nous reste 10 minutes. On va rapidement en 2 minutes dire quelque chose sur les progrès qui éventuellement ont eu lieu concernant les droits de la femme sur les dernières années. On va prendre 2010, entre 2010 et maintenant. Est-ce qu'il y a eu des choses quand même positives? Rapidement, Calvin Djambé. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord que dans la population des femmes, c'est là où on trouve celles qui ont peu de revenus, peu d'indépendance financière, matérielle, psychologique, peu de moyens pour maîtriser le planning familial, plus de maternité, moins de disponibilité pour toutes les activités personnelles, et toujours de tout de vie supplémentaire. C'est-à-dire que la femme africaine est comme inscrite dans son cercle vicieux qui empêche qu'elle puisse véritablement se sentir femme et qu'elle puisse véritablement s'exprimer dans sa dignité. Est-ce que, comme vous dites, il y a eu une évolution de la société depuis les années 2010? Il y a quelques évolutions qu'on commence à voir, par exemple, dans certaines sociétés comme au Cameroun, où on a un certain quota de femmes dans les élus. On se rend compte que les femmes sont de plus en plus conscientes et qu'elles commencent à de plus en plus se présenter dans les concours pour des grandes écoles, d'administration et ainsi de suite. On commence à avoir plus de postes de femmes et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a comme de plus en plus une visibilité publique. Mais ce qu'il faut, je le dis, c'est que cette visibilité publique doit être accompagnée par une lutte pour leurs droits, une lutte pour leur dignité. Parce que jusqu'alors, la marge de femmes qui sont capables de s'en sortir de manière est très insignifiante. D'accord. Et justement, pour ce qui est des dames, est-ce que vous avez même des progrès que vous aimeriez signaler? Parce qu'on ne peut pas dire que tout est noir. C'est quand même bien qu'on arrive à dire des choses positives sur ce qui a été fait. Question de te donner le courage et la motivation pour aller plus loin. En général, les femmes, et je dis qu'il y a eu une évolution parce qu'il y a une certaine modernité, qui a un vent de modernité qui souffle sur l'Afrique. Il y a ce vent de modernité-là qui pousse les femmes à vouloir plus de droits, à vouloir plus se mettre en avant. Mais de quelle manière? Parce que est-ce qu'on peut parler de véritable émancipation? Est-ce qu'on peut parler de véritable autonomisation? Est-ce qu'on peut se dire que ce pas mis va continuer de cette manière? C'est pourquoi je dis la frange de femmes qui sont dans cette situation-là est vraiment négligeable. Parce que quand vous regardez dans notre société actuelle, et dans notre société africaine en général actuellement, vous voyez que quel que soit le cas, il y a toujours cette dépendance-là. Et la plupart des jeunes filles sont en train de sombrer encore plus. Parce que qu'est-ce qu'elles ont comme véritable lieu de combat aujourd'hui? C'est les boîtes de nuit, les bars, et rechercher les hommes qui ont de l'argent, et ainsi de suite. On a eu dernièrement, par exemple au Sénégal, une marche des femmes à la recherche de mari. Et on vous dit bien que les femmes qui marchaient, ce sont des femmes qui, elles, avaient une indépendance financière. C'est la plupart de ces femmes-là qu'on retrouvait dans ce cortège. Donc, au moins 60% de ces femmes étaient des femmes qui étaient des actrices économiques. Donc, quel que soit le cas, il y aura toujours cette tendance pour la femme africaine de croire que son destin est lié à l'appartenance à un homme. Non pas à la création d'un couple à un homme, mais à l'appartenance à un homme. Alors, 10 minutes pour conclure rapidement. Je vais donner la parole aux dames. Lova Nyambasson, est-ce qu'il y a une action qui serait indispensable aujourd'hui pour permettre de donner un coup d'accélérateur à cette cause? À nouveau, mentalité a changé. Là, je suis choquée parce que Monsieur Djambé vient de dire, il y a les femmes qui ont fait la marche au Sénégal, c'est des femmes qui sont indépendantes financièrement. Donc, il n'est pas que question, c'est vrai que le côté financier a un grand impact sur l'autonomisation de la femme, mais il y a les mentalités à changer. Je veux dire, si je pense que je ne peux m'affranchir, je ne peux exister que si je suis mariée à quelqu'un, si je suis la femme de quelqu'un, si je suis en dessous de quelqu'un, bah, j'aurai beau être indépendante, il y aura toujours quelque chose qui va me manquer. Il y aura le besoin, pour moi, j'éprouverai toujours le besoin de me mettre en position d'esclavage. Moi, j'appelle ça l'esclavage. Et c'est ça qui doit changer dans la tête des dames.
et si vous me parlez, je veux revenir un petit peu sur la question précédente, et je promets, je m'arrête après ça. Quand on parle de progrès, moi j'ai envie de dire, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on régresse. Quand on a un cas pareil à l'hôpital où une femme meurt parce qu'elle n'a pas eu faute de moyens, on dira ce qu'on voudra, on dira qu'elle était peut-être morte déjà. 30 minutes plus tard, moi je l'ai lu encore ce matin dans un article scientifique, 30 minutes plus tard, on peut sauver ne serait-ce que les bébés. La preuve, c'est que sa nièce qui l'a opérée ou qui a fait ce qu'elle a fait, a réussi à sortir un vivant qui est mort parce qu'il étouffait. Donc, à nouveau, pour moi, c'est un signe grave de regret. Dans les années 90, des histoires comme ça n'existaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? On regresse. Ben, pour moi, on regresse. Quand le jour de la célébration des droits internationaux, pardon, la journée internationale des droits de la femme, des femmes, au lieu d'organiser des symposiums, des colloques, des débats et tout. Moi, je veux bien qu'on boive de la bière, hein. Je n'ai rien contre, mais après l'effort, vous voyez ce que je veux dire? On fait l'effort et puis le réconfort. Quand au lieu de ça, on voit des jeunes filles qui se lèvent, qui vont dans la rue à soulever leur robe pour montrer je ne sais trop quoi, pour moi, c'est un signe grave de regret. Moi, je pense que les dames qui ont initié la journée des droits de la femme devraient se retourner dans leur tombe en voyant des choses pareilles. Le constat, il est non, c'est aberrant, c'est horrible. Non, il est désespérant en fait. Je ne veux pas être je veux pas être celle qui voit qui va pas, mais il faut appeler le chacha. Quand ça va pas, il faut le dire. Et à nouveau, il faut que les choses changent. Et ça passe par la mentalité, pas seulement l'éducation, c'est bien, pas seulement l'indépendance financière, mais les mentalités. Les femmes, si j'ai un mot à dire, écoutez, prenez-vous en main. Il est temps là, et vous prenez en main en commençant par penser que vous êtes indépendante, vous êtes capable, vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'un homme. Si on a besoin d'une seule personne, c'est Dieu. Le reste, honnêtement, c'est un homme, c'est un être humain comme vous avez le potentiel, vous n'avez pas forcément toutes les conditions réunies, mais il y en a, prenez exemple, c'est celles qui n'avaient pas ces conditions au préalable et qui s'en sont sorties. Prenez exemple, cravacher, et puis ça va aller. Lisla Tiyimga Jaffa, en 2 minutes, très rapidement, un mot pour vous sur l'action qui serait indispensable aujourd'hui pour booster l'émancipation, l'autonomisation des femmes africaines. Pour en revenir, je vais dire juste quelques mots par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je pense que le Cameroun, en général, les êtres humains au Cameroun deviennent insensibles. Il faut savoir que la violence, l'habituation à la violence insensibilise les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens meurent, ça ne dit plus rien à personne, chacun s'occupe de savoir si ce n'est pas son frère, ce n'est pas un problème. Ça, c'est l'insensibilisation par la violence, parce qu'on est tellement envahi par la violence, on voit la violence chaque jour et finalement on devient insensible. Par rapport au problème de femmes, je pense vraiment, je reviens à l'aspect psychologique du problème. Je pense qu'on doit vraiment mettre les moyens financiers, que ce soit l'État ou bien des perspectives privées de la part de la diaspora, de ceux qui ont les moyens, pour pouvoir faire prendre conscience aux femmes que leur bonheur est entre leurs mains. D'abord entre leurs mains. Il faut qu'elles prennent conscience que leur sérénité, leur bonheur est entre leurs mains. Et ensuite, seulement ensuite, lorsqu'elles ont cette maturité psychologique d'être indépendantes dans leur tête, elles peuvent associer un homme à leur bonheur. Un homme bienveillant qui vient contribuer à leur bonheur. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est mon dernier mot. Merci infiniment. Alors, effectivement, on remarque que la culture est peut-être un frein, les conditions socio-économiques sont peut-être un frein, mais finalement, le destin des femmes réside en elles-mêmes, en leur capacité à se prendre en charge et à vouloir changer leur destin. Merci à vous tous, merci à vos invités pour votre contribution, merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres débats sur DIAF TV. Au revoir, Aline. Au revoir.